Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil, le podcast de ProConseil à destination des agricultrices et agriculteurs. Et pour ce deuxième épisode, on va s'intéresser à la betterave sucrière. Amis du sucre, bonjour. Pour celles et ceux d'entre vous qui vont faire de la betterave cette année, les semences ou plantons ont déjà été commandées et livrées. C'est donc l'occasion de consacrer un épisode de Pod Conseil à la culture de la betterave, de faire un point sur la préparation des semis, des ravageurs de la betterave, bref, de faire le tour des enjeux agronomiques de cette belle culture. Et pour en discuter, je suis avec Dimitri Martin, un conseiller de production végétale chez ProConseil. Salut. Salut. Et nous avons le plaisir de recevoir Basile Cornamusa, collaborateur du CBS, centre betteravier suisse basé à Moudon. Salut Edouard. Salut Dimitri. Salut. On va commencer directement dans le vif du sujet. Donc, comme je l'ai dit en introduction, les semences ont été commandées, ont été livrées, certains d'entre eux semés. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de la préparation des semis? Quels sont les enjeux? Comment préparer un bon lit de semences au niveau de la betterave? Alors cette année, ce qui va être un petit peu délicat comme ces dernières années, c'est au final profiter de l'humidité, puisqu'on est dans une période où ils n'annoncent pas forcément énormément de précipitations dans ces prochains jours. Donc si on veut que la betterave germe, finalement on doit faire avec l'humidité qu'il y a maintenant dans le sol, et puis celle-là, finalement il faut tout faire pour la garder un maximum. Donc ça veut dire éviter des passages d'outils superflus, ne pas aller travailler trop profond dans des horizons trop humides pour pas risquer justement de faire soit des planches de lissage ou éviter que finalement les autres capillarités remontent. Donc ça c'est un petit peu les éléments clés pour cette mise en place de betterave 2022. Ouais, alors pour la betterave c'est important un lit de semences rappuyé, humide. Donc on va travailler lors de nos passages de préparation toujours avec un rouleau à l'avant pour bien rappuyer le lit de semences. Par contre, on est dans une période où on a beaucoup d'eau en profondeur. Et comme Basile l'a dit, l'enjeu c'est de garder de l'humidité en surface. Par contre, il faut vraiment faire attention à ne pas créer de tassement parce que lit de semences rappuyé, oui, mais pas de compaction parce que la betterave est très sensible. Donc pensez à contrôler aussi l'humidité en profondeur, travailler avec les outils les plus légers possibles, le moins de passage possible et contrôler la pression des pneus, la diminuer au maximum. Donc la base, c'est vraiment d'avoir une terre fine en surface, mais une humidité qui soit toujours présente pour venir implanter la betterave. Voilà, ce qui est important pour la betterave, c'est de la poser vraiment sur une surface qui est bien raffermie. Donc c'est pour ça qu'on conseille toujours de préparer le lit de semences avec un rouleau, par exemple au moment du passage de herse, par exemple, pour que le sol soit vraiment dur, puis qu'on pose la graine sur quelque chose de bien raffermi. Et puis après, l'enjeu, c'est de recouvrir cette graine avec de la terre suffisamment fine pour qu'elle puisse justement venir couvrir cette graine et puis améliorer le contact entre la graine et l'humidité. Parce que si on n'a pas ces éléments, le risque, c'est qu'on a une betterave qui souffre directement de la sécheresse, qui prenne très peu et qui soit très peu vigoureuse par la suite. Alors le risque, si on la dépose dans un environnement qui est complètement desséché et puis qui ne permet pas justement les remontées de l'humidité, finalement c'est qu'elle germe tout simplement pas, puis qu'on doive attendre et qu'on doive compter sur les prochaines précipitations pour qu'il y ait suffisamment d'humidité pour faire germer la graine. Et puis ça, on sait que par expérience ces dernières années, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Après, il n'y a pas de risque réel pour la graine parce qu'elle peut quand même tenir suffisamment longtemps dans le sol avant de germer. Mais par contre, on perd des jours et puis on sait qu'en betterave, des jours perdus, c'est du rendement au moins en fin d'année. Au niveau du choix de la parcelle, est-ce que toutes les parcelles, tous les précédents vont bien? À quoi il faut faire attention si je veux choisir ma parcelle la plus idéale pour ma betterave? Alors, le meilleur précédent, ça reste quand même une céréale, puisqu'on a, après la moisson, suffisamment de temps pour gérer justement le précédent. Si, par exemple, il y a du chaulage qui doit se faire, c'est des conditions assez idéales parce qu'on a une bonne portance, on a un sol qui est suffisamment ressuyé. Après, on a aussi la possibilité de mettre un engrais vert pour justement éviter l'érosion, éviter le salissement de la parcelle, comme tu disais. Donc, le meilleur précédent, ça reste quand même une céréale. Après, au niveau de la propreté de la parcelle, ça dépend un petit peu le système de désherbage qu'on va choisir. On sait que maintenant, on a un peu deux systèmes. On a le système traditionnel avec les matières actives qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis, il y a le nouveau système Conviso de betterave résistante au sulfonyluréa qui permet finalement de rattraper des situations un petit peu délicates en termes de propreté. Après, au niveau des cultures des précédents qu'il faudrait faire attention, c'est surtout au niveau du maïs. Si on a une rotation qui est chargée en betterave et en maïs, on évite en principe de mettre
une betterave après un maïs parce que ça favorise finalement le champignon du rhizoctone brun contre laquelle on a quelques solutions, notamment que ce soit des produits phytosanitaires ou des variétés qui sont tolérantes ou résistantes au rhizoctone. Donc on a des moyens d'agir contre cette maladie, mais on essaye en général d'éviter de mettre une betterave après un maïs si c'est trop souvent le cas. Donc plutôt privilégier les précédents céréales d'automne. Voilà. Donc là j'ai choisi ma parcelle, je vais dire que j'ai réussi ma préparation de semis, j'ai un bon lit de semences, j'ai implanté ma betterave, tout va bien. À quoi je dois faire attention en premier ? Alors, finalement, le semis, ça marque vraiment le début d'une longue période de surveillance et puis d'observation. Puis c'est vrai que dans les premiers jours, il faut déjà surveiller la germination, il faut surveiller si le peuplement il est en ordre. Et puis si tout d'un coup, il devait y avoir des problèmes de peuplement, il faut essayer de chercher la cause. Ça peut être multiple, ça peut, comme on a dit, une préparation pas forcément idéale, puis un manque de germination des graines, ça peut être des ravageurs souterrains, ça peut être des ravageurs aussi comme les limaces, donc là il faut surveiller si finalement il faut intervenir ou pas. Puis après on va aussi avoir une attention particulière sur l'arrivée des premières adventices, surtout de nouveau si on est au système de désherbage traditionnel, où là finalement on a des matières actives qui sont assez peu efficace, donc ça veut dire qu'on doit répéter assez souvent le désherbage et puis souvent venir à des stades vraiment clés de l'adventice qui ne devraient pas dépasser finalement le stade cotylédon, voire de feuilles. Donc ça, finalement, c'est un gros travail d'observation des parcelles. Et tout à l'heure, tu parlais justement du programme Conviso. Donc, est-ce qu'on peut juste rappeler un peu l'idée derrière quoi ? C'est une betterave qui est adaptée à un certain produit ? C'est une betterave qui a été sélectionnée, qui est tolérante donc, au sulfonyluréa. Donc, l'herbicide est spécifique à cette betterave-là et elle tolère le désherbage. Donc, elle va être tolérante au produit et donc on a un désherbage qui est beaucoup plus efficace avec moins d'applications et moins de quantité de matière active. Donc beaucoup plus efficace sur les adventices avec aucune action sur la betterave. Et avoir des sulfonyluréa dans sa rotation, il y a des points de vigilance à avoir ? Il peut y avoir des résistances qui se font au cours du temps ? Bien sûr, à savoir que les sulfonyluréa, c'est un groupe d'herbicides assez répandu dans d'autres cultures. Donc il faut vraiment prêter attention déjà au développement de résistance, vu que c'est des herbicides qui sont utilisés à large échelle dans les céréales et dans les maïs. Donc vraiment faire attention à la rotation des matières actives pour éviter le développement de résistance. Et d'une autre part, on a la problématique des repousses de betteraves donc dans la culture suivante, qui sont elles aussi résistantes à ces herbicides. Et si j'ai pas accès aux matières actives, si j'ai envie de faire du désherbage mécanique, comment je peux m'y prendre ? Alors le désherbage mécanique, bien évidemment, il est possible en betterave. On a grosso modo 200 hectares de betteraves bio semées en Suisse, implantées en Suisse cette année. La problématique du désherbage mécanique en betterave, c'est que dans les premières semaines de vie, la betterave elle est vraiment très très sensible. Donc finalement, toute action mécanique qui va avoir un effet sur l'adventice va aussi avoir un effet sur la betterave. Donc on doit attendre qu'elle ait un système racinaire suffisamment performant pour justement supporter le passage d'un outil mécanique. Puis souvent, ce stade, finalement, c'est déjà 2-4 feuilles de la betterave. Et puis vous imaginez bien que si on fait rien jusqu'au stade 2-4 feuilles de la betterave, les adventices, elles avancent finalement aussi. Donc c'est ce qui est un petit peu délicat dans la gestion désherbage mécanique en betterave. Donc là, on peut trouver certains mécanismes pour éviter justement une trop grande population d'adventices qui lèvent en même temps que la betterave. Typiquement, faire des faux semis puis essayer de décaler un maximum la date de semis pour que la betterave, quand elle est implantée, elle explose vraiment, entre guillemets, et puis qu'elle parte vraiment très très vite pour qu'elle atteigne justement rapidement ce stade où on va pouvoir intervenir mécaniquement. Oui, et d'ailleurs, on reparlera tout à l'heure parce qu'il y a une stratégie pour une plante déjà vigoureuse qu'on peut directement aller et voir, c'est la betterave plantée, mais on en reparlera un peu plus tard. Donc surveillance adventice, j'ai mon peuplement, tout va bien. C'est quoi ensuite le bioagresseur qui va venir ? Alors un des premiers qui va venir finalement, c'est l'altise. Et puis celui-là, finalement, il est de nouveau d'actualité suite à l'interdiction des néonicotinoïdes. Donc l'altise va, un petit peu comme sur le colza, va finalement faire des traces de morsures sur les plantes. Sur les jeunes feuilles, on a le stade critique, grosso modo, jusqu'au stade de 4 feuilles de la betterave. Et là, il y a des possibilités d'action avec des insecticides. Il faut
quand même un petit peu raisonner ces interventions insecticides. Tout d'abord, parce qu'on intervient quand même avec des pyréthroïdes qui ont automatiquement aussi un effet négatif sur une bonne partie des auxiliaires qui pourraient être utiles par la suite. Donc c'est pour ça que finalement ces interventions elles sont soumises à autorisation par les stations phytosanitaires cotonales. Et puis finalement, on remarque aussi que la betterave elle est plus vigoureuse face à ces attaques d'altis que ce qu'on pensait au début. Donc il faut vraiment que la plante soit en péril. On parle à peu près de 25 à 30% de la masse foliaire détruite avant d'intervenir sur une betterave piquée par l'altise. Et donc ça, si je veux me fixer des seuils d'intervention, si je veux essayer de faire un peu de monitoring, qu'est-ce que je peux prévoir? Est-ce que ça vaut le coup que je mette une cuvette dans la parcelle et que je suive un peu le vol des altises Alors la meilleure manière finalement, c'est d'observer les piqûres directement sur les plantes vu qu'elles sont très visibles. Oui. Et puis après, il y a différents seuils d'intervention en fonction de l'âge de la plante. Donc forcément qu'au stade quand il est dans 2 feuilles, le stade il est plus faible, c'est 50% de plantes atteintes. Et à partir du stade de 4 feuilles, on est plutôt sur 80% de plantes atteintes. Après, il faut toujours regarder aussi à quel degré d'attaque on a à faire face. S'il y a 50% des plantes qui sont atteintes, mais avec uniquement une piqûre par plante, là, il n'y a pas de réel danger pour la survie de la plante. Par contre, si on commence à avoir beaucoup de piqûres par plante, là, c'est plus grave et ça peut nécessiter une intervention. D'où l'importance d'avoir une plante bien vigoureuse. Est-ce que ça peut aider à mettre les chances de son côté si on a bien réussi une implantation, qu'on a un beau développement? On voit avec tous les éléments que Basile nous a apportés là, c'est vraiment important d'avoir une betterave qui est mise en place dans des conditions idéales et qui pousse très vite. Autant au niveau de la lutte contre les adventices, que ce soit de manière chimique, mettons entre parenthèses ici le système Conviso qui permet de rattraper plus ou moins le tir si on se loupe un peu, que ce soit du désherbage mécanique pour l'altise ou bien encore après pour les agresseurs suivants. C'est important d'avoir une betterave qui se met en place rapidement, qui s'implante vite, qui pousse. Donc vraiment une importance primordiale du semis. Très important de bien gérer son semis alors. Ensuite, une fois les altises on va dire passées, à quoi je dois faire attention? Alors la deuxième vague, entre guillemets, ça va être la vague des pucerons qui eux sont problématiques, enfin surtout le puceron vert qui est surtout problématique parce qu'il est vecteur finalement de la jaunisse virale. Ah oui, parce qu'il y a 2 pucerons, il y a le noir et le vert. Voilà, il y a le noir et le vert, et puis le puceron vert il fait les infections primaires finalement avec la jaunisse, et par la suite le puceron noir a aussi la capacité de le retransmettre plus loin, mais plutôt comme vecteur finalement secondaire. Donc c'est vrai qu'on s'en occupe un petit peu moins. C'est vraiment le vert, Voilà, c'est celui qui nous pose le plus de problèmes parce qu'il est justement vecteur primaire de ces différentes jaunisses, à savoir qu'il y en a 4 principales. On va pas les détailler ici parce que ça serait trop long, mais finalement cette jaunisse virale elle est très dangereuse parce qu'elle diminue fortement la croissance des plantes et donc automatiquement le rendement. Et donc pour cette gestion du puceron vert qui est comme très délicat à observer parce que souvent il se cache sous les feuilles, il a quasiment la même couleur que les jeunes cotylédons ou que les jeunes feuilles, donc c'est vraiment très délicat de le surveiller. Donc pour ça finalement on a un réseau d'observation qui est mis en place à la fois par le Centre betteravier avec le soutien des stations phytosanitaires cotonales et puis aussi Agroscope, où on observe une fois par semaine minimum le peuplement finalement l'arrivée de ces pucerons, et en fonction du dépassement du seuil d'intervention on déclenche on donne les autorisations pour les agriculteurs qui voudraient effectuer les interventions contre ce puceron. Et je peux les retrouver où, ces infos d'observation? Alors, ces infos et ces dépassements de seuil, ils sont disponibles dans la littérature technique usuelle. Ça veut dire le conseil de saison dans la grille qui paraît tous les vendredis, à chaque fois un chapitre sur la betterave. Et puis si on veut des informations plus directes, on a la nouvelle application Beta Suisse qui a été lancée maintenant il y a 2 ans, qui est disponible pour chaque producteur via son numéro de planteur. Et puis il y a aussi bien évidemment tous les bulletins des stations phytosanitaires cotonales qui typiquement l'année passée faisaient
grosso modo un flash chaque fois qu'un dépassement de seuil était actif, était observé dans une région. Donc, en général, les retours qu'on a eu sur l'année 2021, c'est que la transmission de l'information, elle a très bien fonctionné. On va continuer sur ce même modèle-là. Oui, donc vous l'aurez compris, c'est des informations à ne pas rater. D'ailleurs, ça s'exprime comment la jaunisse en termes de symptômes? On a une feuille qui devient jaune, j'imagine. Alors, comme son nom l'indique, exactement, on a une feuille qui devient jaune. Après, entre les 4 différents virus, il y a une expression du symptôme qui est assez différente. La grande différence avec le SBR, qu'on connaît malheureusement aussi déjà depuis quelques années en Suisse romande, c'est que ce jaunissement, il a lieu beaucoup plus vite dans la saison. C'est-à-dire que la jaunisse, on a la jaunisse de la betterave, la jaunisse virale, on a des jaunissements qui peuvent apparaître déjà à partir du mois de mai ou du mois de juin, en fonction de la date finalement de l'attaque et de la transmission du virus. Tandis que le SBR, on a un jaunissement qui est plus tardif. Alors justement, parle-nous de ce syndrome basse richesse. Le syndrome basse richesse, malheureusement, il nous mène la vie dure depuis maintenant 2017 à grande échelle en Suisse romande. En fait, c'est une cicadelle qui est porteuse, elle, d'une bactérie. Donc c'est encore un vecteur. Voilà, c'est encore un vecteur supplémentaire qui n'était pas contrôlé par les néonicotinoïdes. Ça, c'est quand même quelque chose d'important à dire. C'est pas quelque chose qu'on subit suite à l'interdiction de ces néonicotinoïdes, pas forcément comme l'altise et le puceron dont on a parlé tout à l'heure. Puis au fait, cette cicadelle, elle transmet une bactérie à la plante qui va, très résumé, empêcher la formation puis l'accumulation de sucre dans les racines. Et donc là, où le puceron avait un effet sur le rendement, la cicadelle et le SBR, ils ont un effet sur la teneur en sucre. D'accord. Donc la cicadelle, j'ai envie de dire, comment on peut s'en préoccuper, comment on peut s'en occuper de ce truc-là? Alors, c'est la grande problématique actuelle, c'est qu'on n'a pas de mesure de lutte directe en termes d'action sur la population. On a des leviers au niveau variétaux. On a des variétés qui finalement réagissent un peu moins fortement au SBR. Pour la saison 2022, c'est le cas notamment de Xerus, Chevrolet ou bien BTS 2045, qui sont des variétés qui sont relativement, on ne peut pas encore dire vraiment tolérantes, mais qui sont moins sensibles. Puis après, on cherche d'autres pistes pour finalement mener la vie dure à ces cicadelles. Et une piste qui est envisagée, c'est l'effet de la rotation finalement sur ces cicadelles. L'effet de la rotation, c'est-à-dire? Alors, la problématique de cette cicadelle, c'est qu'elle est très bien adaptée aux rotations qu'on a chez nous. Donc, ça veut dire une betterave et une céréale d'automne implantées directement après la betterave. Oui. Puisqu'elle a tout le temps suffisamment à manger durant l'hiver, parce que dès que la betterave, qui est sa source principale de nourriture, est arrachée, on vient directement avec une céréale. Puis elles vont pouvoir continuer de se nourrir sur les racines de ces céréales et du coup passer l'hiver. Alors l'idée qui avait été recherchée en France dans les années 2000, c'est des recherches qu'on a repris en Suisse avec le soutien de la HAFL et puis également en Allemagne, c'est de finalement regarder si on n'a pas moyen d'affamer les larves de cicadelles pendant l'hiver. Puis là, ça serait possible en mettant, par exemple, une culture de printemps en place après une betterave. Donc l'idée, c'est d'aller un peu l'affamer. Voilà. Clairement, le but, c'est de l'affamer, de lui couper sa nourriture pendant l'hiver pour que finalement, elle meure de faim et puis qu'elle puisse pas finalement finir son stade, finir son cycle le printemps suivant. Mais ça, pour l'instant, c'est des pistes. C'est pas... C'est des pistes qui sont, comme j'ai dit, étudiées à la fois en Suisse et puis en Allemagne. Et puis après, il faut quand même se rendre compte que si on veut un effet global, il faudrait que toute une région, finalement, modifie sa rotation. Et puis là, comme j'ai dit, avec la HAFL, on a un projet pilote de gestion de modification de la rotation des exploitations betteravières. Et puis les premiers résultats vraiment intermédiaires sont assez bons sur la quantité de cicadelles. Donc il semble que vraiment cet effet de couper le garde-manger pendant l'hiver fonctionne.
Maintenant, il va falloir voir finalement l'effet sur la population de cicadelle finale et puis surtout finalement sur l'effet de la teneur en sucre finale de toutes ces exploitations. Oui, puis ça pose aussi la question de laisser un sol nu sur une période aussi longue quand même. Voilà, ça c'est toutes les autres questions. C'est toujours la même chose en agronomie, on fait un pas en avant puis on en fait deux en arrière ou deux de côté. Ça pose les problèmes de surface, ça pose des problèmes d'érosion dans les régions qui seraient potentiellement concernées par l'érosion. Ça fait après ça ferait des surfaces typiquement maïs quand même assez importantes. Est-ce que toutes ces exploitations-là ont suffisamment de surface de maïs pour les mettre après ces surfaces de betterave par rapport à des céréales, par exemple. Enfin, voilà, ça ouvre beaucoup d'autres questions. Et maintenant, si on veut trouver des réponses à des questions aussi graves que les SBR, on se doit de pas, en tout cas dans la phase initiale, on ne doit pas se mettre de barrière. On ne doit pas s'arrêter à ce genre de barrière pour l'expérimentation. Puis après, il faudra voir si c'est réaliste, si ça fonctionne, et puis ensuite si c'est applicable. Mais en résumé, concernant le SBR, donc le syndrome basse-richesse, à part le levier variétal, pour l'instant on n'a pas... Alors il y a ce levier variétal qui fonctionne quand même parce qu'on a modifié un peu le système d'expérimentation variétale depuis quelques années, et puis là on a vraiment des essais spécifiques avec les sélectionneurs sur ce SBR, et puis on trouve quand même des variétés, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose à gagner là-dedans. Il y a cet aspect rotation aussi. Et puis après, on reste aussi assez ouvert à d'autres techniques comme des mesures de lutte alternatives ou biologiques, où là, forcément que ça prend aussi un petit peu plus de temps et que les résultats ne sont pas toujours aussi performants qu'avec de la lutte chimique, par exemple. Et une fois le SBR passé, entre guillemets, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, la troisième maladie assez importante, c'est la cercosporiose, où celle-là, finalement, c'est celle qu'on est aujourd'hui en mieux mesure de maîtriser. Donc, la cercosporiose, c'est une maladie du feuillage qui est causée par un champignon. Et puis là, on a vraiment différents leviers qui sont très, très performants, notamment avec le choix variétal, où là, maintenant, on a vraiment des variétés qui sont hautement résistantes à la cercosporiose. Typiquement Escadia, qui est sur la liste pour la première fois en 2022, est une variété vraiment très, très performante. On a aussi d'autres variétés qui arrivent dans le pipeline des essais variétaux. On a aussi finalement les fongicides qui sont encore utilisables, même si malheureusement leur quantité diminue année après année. Justement, là où on est content, c'est que finalement l'arrivée de ces variétés hautement résistantes correspond plus ou moins à la disparition lente des matières actives pour lutter contre cette maladie. Donc ça nous permet de pouvoir au moins solutionner ce problème-là via la variété. Oui. Après, je vais repartir sur un choix qui a déjà été fait, mais quand je dois choisir ma variété, je me mets un peu à la place des agricultrices et agriculteurs. Est-ce que je privilégie le taux de sucre, le rendement, ou est-ce que finalement j'ai pas meilleur temps d'aller chercher des variétés plus résistantes pour être sûr de limiter les pertes? Alors, finalement, à mesure qu'on affine l'expérimentation variétale et puis à mesure qu'on a des problèmes supplémentaires, finalement, le choix variétal, il devient quand même de plus en plus compliqué. C'est vrai qu'à l'époque, on choisissait soit une variété riche en sucre, soit une variété qui faisait beaucoup de tonnage. En gros, c'était un petit peu ça la question qu'on doit se poser. Maintenant, on doit se poser la question, est-ce que je suis concerné par le SBR? Est-ce que je suis potentiellement concerné aussi par la jaunisse? Quel système de désherbage est-ce que je veux privilégier? Le système standard, le système Conviso? Donc c'est toutes des... Après, est-ce que j'ai d'autres problèmes maladies, typiquement comme la cercosporiose? Donc c'est vraiment des paramètres qui sont assez compliqués à gérer. Et puis finalement, c'est à chaque agriculteur d'avoir un petit peu, de faire son choix en fonction de sa stratégie en tant que chef d'exploitation, en fait. Et pour les bio? Alors... oui, finis ta question, excuse-moi. non, mais pas de souci. Non, pour les bio, je me posais la question parce qu'au final, est-ce que les variétés que tu as mentionnées, elles sont aussi disponibles pour les agriculteurs bio? C'est le même programme de sélection ou c'est un autre? Alors, c'est le même programme d'expérimentation, dans le sens qu'on n'a pas d'expérimentation en conduite biologique. Les expérimentations pour les variétés standards sont faites sans fongicides, donc on a quand même cette réponse variétale par rapport à la cercosporiose notamment.
Et puis au final, on prenait en principe la meilleure variété Cercosporiose justement pour la liste variétale bio. Et puis là, avec l'augmentation aussi du SBR et puis l'augmentation aussi des surfaces en Suisse romande, on a décidé aussi d'étoffer un petit peu la liste variétale pour le mode biologique avec justement une des variétés suffisamment tolérantes au SBR. Donc au final, au lieu d'avoir une variété en 2022, on a 3 variétés pour la culture biologique. Et d'ailleurs, il reste un levier qu'on n'a pas du tout abordé encore, enfin je l'avais un peu introduit au début de l'épisode, mais c'est la betterave plantée. On est en train de mettre en place, on a déjà mis en place plusieurs essais sur la plantation de betteraves, c'est-à-dire venir directement mettre un planton qui a 3-4 feuilles, c'est ça? Oui, et 2-4 feuilles. Ouais. 2-4 feuilles. Et puis suivre un peu cette betterave pour voir si elle est plus vigoureuse, si elle tient mieux les maladies, les pressions, est-ce qu'elles arrivent à courir le rang à temps pour les adventices. On a quel recul aujourd'hui sur ces betteraves plantées? Alors on a un recul qui augmente chaque année. Ça fait maintenant finalement la 4e année, sauf erreur, que ça a redémarré. Ça avait redémarré sous l'impulsion de la Fondation rurale interjurassienne, qui finalement s'était approchée aussi de la France, qui faisait notamment beaucoup ça dans la culture de betteraves fourragères. Et puis au début, ils ont commencé par une toute petite surface. Ils se sont rendus compte que ça allait assez bien, qu'ils arrivaient bien à gérer justement la propreté de la parcelle. Et puis petit à petit, ils ont chaque fois augmenté la surface. Et puis depuis 2021, ça s'est vraiment étendu à large échelle et aussi dans d'autres régions de Suisse romande, notamment sur la côte, où il y a une bonne dynamique. Et puis on arrive en 2022, sauf erreur, entre 80 et 90 hectares de betteraves plantées sur les 200 que je parlais tout à l'heure. Donc c'est pas mal. Oui. Et au niveau des résultats, est-ce qu'on arrive à sécuriser les rendements finalement avec cette technique, vu que c'est un peu la chose qu'on recherche? Alors on arrive surtout à sécuriser le peuplement. Ouais. Parce qu'en fait, là, on arrive vraiment sur des betteraves, comme tu as dit, qui ont déjà 2-4 feuilles. Donc, tout l'aspect limace, comme on disait tout à l'heure, ravageur souterrain, il est quasiment réglé. Donc, ça veut dire que si on met en place 80 000 plantons, on va, grosso modo, récolter 80 000, ce qui n'est pas le cas en betterave semée. Donc, ça sécurise vraiment déjà le peuplement. Ça permet aussi de garder quasiment la parcelle en betterave jusqu'à la fin, parce qu'on a quand même ces dernières années aussi la problématique de beaucoup de parcelles qui sont semées en betterave mais qui sont abandonnées en courte saison à cause finalement de problèmes qui deviennent ingérables. Donc ça sécurise le peuplement, ça sécurise les surfaces, puis ça c'est surtout important pour la sucrerie finalement, pour la gestion des ventes. Puis ça sécurise quand même une bonne partie aussi le rendement, justement, surtout grâce au fait que le peuplement il est assuré jusqu'à la fin. Donc finalement une technique qui est assez prometteuse. C'est une technique qui est assez prometteuse. Après, ça ne résout pas non plus tous les problèmes. On sait que finalement, la betterave, que ce soit en conventionnel ou en bio, c'est très exigeant. C'est encore plus exigeant en culture biologique, ça c'est clair. Donc, ça ne résout pas tous les problèmes. Il faut quand même faire en sorte d'avoir une parcelle la plus propre possible. Et puis, c'est quand même des coûts qui sont engagés. Oui, c'est ça. Les coûts de mise en place sont quand même assez importants. Combien Alors, ça dépend un peu les systèmes. On est entre 3500 et 4500 francs hectare de mise en place, sauf erreur. Donc voilà, c'est des coûts qui sont investis, qui sont très élevés. Donc on se doit, entre guillemets, pour avoir un retour sur investissement, de garder cette betterave en tout cas jusqu'à la fin, puis de la garder la plus propre. Parce que ce soit en conventionnel ou en bio, en principe, si on garde une betterave propre, si on donne beaucoup à la betterave, finalement, elle nous le rend à la fin. On n'a pas parlé de la fumure. Au niveau de la fertilisation de la betterave, bientôt, là, il faudra faire quelque chose. Alors, la fumure, elle se fait en principe une fumure de fond avant la mise en place. Et puis après, la seule chose à ramener, c'est un petit peu d'azote en courte saison, donc un apport de couverture.
faut faire assez attention avec ces apports d'azote parce que la betterave, finalement, c'est pas une culture qui réagit fortement. Le rendement de la betterave réagit pas forcément beaucoup à la fumure azotée. C'est-à-dire, si je mets beaucoup, j'obtiendrai pas forcément beaucoup. En fait. Voilà, si tu en mets beaucoup, tu vas pas avoir un rendement supérieur. Par contre, tu vas avoir une teneur au sucre qui risquerait de diminuer, puis aussi des valeurs internes qui sont quand même aussi importantes pour le paiement de la betterave. Donc, on reste en principe sur une fumure de 80 unités d'azote pour des exploitations avec des engrais de ferme. Et puis, pour une exploitation qui n'aurait pas forcément d'engrais de ferme, on peut aller à 100 à 120 unités. Et d'ailleurs, je profite pour dire que sur le site du Centre Betteravier, il y a un outil, un calculateur en fait, de nombre de fumures azotées en fonction de différents paramètres de la parcelle. D'accord. Donc, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'informations sur ces betteraves que vous pouvez retrouver sur cette application et sur le site du Centre Betteravier Suisse. Avec ProConseil, on a mis aussi en place des essais. Si je ne me trompe pas, Dimitri, il y aura une visite le 8 juin sur une démonstration sur le désherbage mécanique en betterave bio, comparaison entre semer et planter. Alors oui, on a mis en place différents essais, donc notamment pour le bio avec comparaison semer-planter, avec différentes visites qui auront lieu au cours de la saison. Donc je vous laisse vous référer aux convocations qui seront faites en temps voulu. Et puis on a également un essai qui est en place par rapport au SBR avec une technique alternative. Basile en a parlé tout à l'heure. Le but étant ici d'évaluer l'efficacité d'un couvert associé à la betterave au moment du démarrage par rapport au SBR notamment et puis aussi au puceron. Qu'est-ce qu'on associe comme espèce? Alors ici, on a travaillé sur des couverts semés à l'automne qui sont hivernaux. Et le but est de mettre en place la betterave dans ces couverts. Tout l'enjeu étant de ne pas trop concurrencer la betterave avec le couvert, mais en le maintenant suffisamment longtemps. Donc un essai qui est encore à ses débuts et puis qui nécessite encore un peu de travail avant de donner tous ces résultats. Mais ça peut être joli à voir. Et ça peut être joli ou pas. Donc voilà, beaucoup de choses intéressantes à retrouver. On vous mettra les liens dans la description pour vous renvoyer vers toutes ces différentes informations. Et en attendant, on vous souhaite des bons semis et une belle campagne et une belle année. Oui, une belle campagne à tous. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, le diffuser. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!